Bon, je sais pas vraiment comment je suis censé introduire cette vidéo. Je pense que personne n'est passé à côté des événements qui se sont déroulés vendredi dernier sur le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui a chuté, on a des altcoins qui ont perdu jusqu'à 80% de leur valeur en l'espace de quelques minutes seulement, et on a tout simplement vu un marché des cryptos se déliter sous nos yeux. Pour autant, je vois pas grand monde se poser la question de ce qui s'est réellement passé, alors que c'est une question qui est totalement légitime. Est-ce que cette annonce de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers à la Chine était suffisante pour déclencher un tel bain de sang sur le marché des cryptos et pour déclencher le plus gros événement de liquidation que le marché des cryptos n'ait jamais connu dans toute son histoire, avec plus de 20 milliards de dollars liquidés? Effectivement, dit comme ça, on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche, et ça va être tout le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer les éléments qu'on a en face de nous pour nous prouver que ce qui s'est passé vendredi dernier n'est pas anodin. Effectivement, depuis quelques jours, on a fait pas mal de recherches, on allait chercher des données, des informations, on allait regarder du côté des plateformes, on a discuté avec d'autres chercheurs de l'écosystème crypto, on a croisé nos sources pour essayer d'avoir un maximum d'informations à notre disposition pour tirer des conclusions sur ce qui s'est passé, et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le but, c'est de le faire de la manière la plus simple possible, mais ça va pas être évident, c'est un sujet de vidéo qui est assez complexe, on sait aussi à quel point les plateformes de crypto sont très opaques, c'est difficile d'aller chercher des informations là-bas. Néanmoins, je pense que c'est extrêmement important d'apporter des conclusions sur ce qui s'est passé. Vous allez voir, il y a beaucoup de suppositions et effectivement, les conclusions, elles ne sont pas encore définitives. Et je ne sais pas si un jour on pourra avoir d'ailleurs des réponses définitives à nos questions, mais je pense que c'est quand même important de le faire. Je pense qu'il faut apporter de la transparence aux gens, et notamment à vous qui utilisez quotidiennement ces plateformes-là, pour que vous ayez toutes les clés en main pour vous faire votre propre avis sur ce qui s'est passé vendredi dernier. Alors, je voulais faire aussi une parenthèse sur cette chaîne YouTube en elle-même, puisque ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vidéo qui a été publiée ici. Et effectivement, pour vous donner la raison, il y a un petit peu plus d'un an, avec Artem, qui est le fondateur de Hawk Invest, que vous connaissez probablement déjà, on a lancé Hawk Research. C'est la plateforme que vous avez actuellement sous les yeux. C'est une plateforme de recherche et d'analyse spécialisée sur les cryptos. Et forcément, quand on lance ce genre de projet-là, on n'a plus forcément le temps de faire des vidéos sur YouTube. Pour autant, moi, à titre perso, dans mon ancienne activité chez Cryptost, entre 2021 et 2024, je publiais régulièrement des vidéos sur leur chaîne YouTube. Et c'est une activité que j'adorais, et j'avais vraiment envie de le refaire avec Hawk Research. Donc on va commencer aujourd'hui avec cette première vidéo qui ne reflète pas vraiment les autres formats que vous aurez à l'avenir sur cette chaîne YouTube, où l'idée ça va plus être de s'intéresser à des projets qui nous semblent pertinents, à des tendances, à des narratifs qui pourraient animer le marché des cryptos, bref, des opportunités qui pourrait, pour vous en tant qu'investisseur, être intéressante. Ça va être tout le but de cette chaîne YouTube. Mais bon, je vais pas rentrer aujourd'hui dans le format puisqu'on en parlera dans les prochaines vidéos. Sachez qu'on va essayer d'en sortir au moins une par semaine à l'avenir. On va essayer de se tenir à ce rythme-là, mais bref, vous le verrez dans les prochaines vidéos, mais je pense que c'était quand même important de faire cette petite parenthèse sur cette chaîne YouTube. On va revenir sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, à savoir de comprendre ce qui s'est réellement passé vendredi dernier sur le marché des cryptos. Alors, avant de rentrer dans les explications, il va falloir quand même faire un point sur la situation. Effectivement, le 10 octobre dernier, donc vendredi, le marché des cryptos a connu l'un des crashs les plus violents de son histoire avec 20 milliards de dollars de liquidation. Sachant que c'est un chiffre qui est largement sous-estimé dans le sens où toutes les plateformes ne communiquent pas les chiffres sur leur liquidation et que ça ne compte pas non plus les plateformes de finances décentralisées. Ce qui s'est passé, c'est que le marché des cryptos était dans une phase assez euphorique. On avait près de 220 milliards de dollars d'open interest, c'est assez énorme. Et là-dessus, il y avait 85% des positions des traders qui étaient des positions en longue, donc acheteuses sur le marché. Et donc forcément, quand on a une petite correction, on a des liquidations qui peuvent entraîner derrière des cascades de liquidation et ce genre d'événements comme ce qu'on a connu vendredi dernier. Si on regarde, Bitcoin n'a chuté que de 11% et l'Ether n'a chuté que de 13% si on prend vraiment le point bas. La médiane du drawdown, donc de la chute pour l'ensemble du marché des cryptos, c'est 54%. Si on regarde les altcoins les moins capitalisés, mid cap et small cap, on est de l'ordre de 60 à 80% au plus bas. Et d'ailleurs, cette chute, elle a été très rapide. Elle n'a duré qu'une quarantaine de minutes et le rebond a été lui aussi tout aussi rapide. Plus 84% en moyenne seulement en une demi-heure pour l'ensemble du marché des cryptos. C'est pour vous dire à quel point ça a été violent et à quel point ça a été volatile. Et c'est d'ailleurs ça qui explique pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de liquidations. La quasi-totalité des traders qui étaient en position avant l'événement et en position longue, sur la majorité des altcoins, ils ont été liquidés. Mais ça, c'est pas l'unique élément qui est important.
Ces traders avaient aussi peut-être des ordres qui étaient placés plus bas sur le marché. Ils ne se sont pas déclenchés non plus. Et vous avez peut-être essayé de profiter de cette chute pour short le marché ou pour tenter un rebond sur n'importe quelle plateforme de trading, et vous vous êtes rendu compte aussi par vous-même que c'était quasiment impossible de prendre des positions et d'ouvrir des ordres. On a l'impression que les plateformes ont un peu cessé de fonctionner, qu'il n'y avait plus de liquidité, que les carnets d'ordres étaient vidés. Bon, pour comprendre concrètement ce qui s'est passé, il va falloir qu'on mette les mains dans le moteur et qu'on comprenne aussi comment fonctionne une plateforme. Donc je vais rappeler un peu les bases. Là on est sur Hyperliquid, qui est une plateforme de trading décentralisée, mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est à peu près la même chose sur toutes les autres plateformes. Le cœur de ces plateformes, c'est vraiment ce que vous avez juste ici, c'est le carnet d'ordre ou order book en anglais. Et c'est basique, c'est vraiment l'endroit où vous allez avoir tous les ordres de tous les utilisateurs, à l'achat et à la vente. Le but de ce carnet, c'est qu'ensuite il match les ordres entre les utilisateurs afin que quand le prix bouge, les utilisateurs puissent entrer en position, que ce soit longue, donc acheteuse, ou short, vendeuse. Le truc, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, avant l'événement de vendredi dernier, on avait 85% des traders qui étaient en longue et uniquement 15% des traders qui étaient en short. Donc vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible que tous les traders puissent trouver leur contrepartie pour ouvrir leur position? Eh bien, c'est pour ça qu'on introduit un autre acteur, un acteur externe, dont le but est d'apporter de l'efficience sur les carnets d'ordre, c'est les market makers. Alors, le rôle des market makers, il est assez simple. Le but, c'est de fournir la liquidité nécessaire pour permettre aux traders de pouvoir toujours acheter ou vendre à n'importe quel moment sur le marché, d'avoir finalement leur contrepartie. Et il y a un deuxième rôle, c'est d'assurer la profondeur des carnets d'ordre dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il y a de la volatilité sur le prix, il faut qu'il y ait quand même toujours des ordres disponibles pour que les utilisateurs puissent entrer en position de manière efficace sur le marché. Ça, c'est le rôle d'un market maker. Et vous vous en doutez, il y a un lien direct avec notre événement de vendredi dernier, c'est que je vous parlais du fait qu'on avait plus de liquidité sur les plateformes et des carnets d'ordre qui semblaient être vides. Forcément, on peut se poser la question de est-ce que les market makers avaient un rôle à jouer dans ce qui s'est passé vendredi dernier. Et justement, à ce sujet, on a trouvé des choses qui sont particulièrement intéressantes du côté de Binance, et c'est une analyse qui a été repartagée aussi par CoinWatch, où ils ont apporté des données supplémentaires que je trouve très intéressantes. Concrètement, leur étude, elle porte sur un token qu'ils n'ont pas nommé, tout simplement parce que je pense que le but, c'était qu'on ne puisse pas cibler directement le market maker derrière. Mais ce token, il a à peu près une capitalisation d'environ 2 milliards de dollars et il était disponible sur Binance. Et voilà ce qu'ils ont observé. Au moment des faits, donc à l'annonce des tarifs de Donald Trump, le Bitcoin a entamé sa baisse de 129 000 dollars environ au départ. C'était 20h, donc 22h à peu près à heure de Paris en France. 20h40, c'est le début du retrait des liquidités de la part des market makers. À ce moment-là, la profondeur de liquidité pour le token A, donc celui qu'on étudie, plus ou moins 1%, ça veut dire la liquidité qu'il est nécessaire de mettre si on veut faire bouger le prix de 1% vers le haut ou 1% vers le bas, c'est de 1,2 million de dollars. À peu près 40 minutes plus tard, on atteint le point critique, le bottom du marché. La volatilité, elle est à son sommet et le cours du BTC, lui, il atteint son point le plus bas. Et à ce moment-là, les carnets d'ordre sont littéralement vides. La profondeur de liquidité pour le token A, toujours du plus ou moins 1%, c'est 27 000 dollars. Vous vous rendez compte, c'est immense la différence par rapport à ce que c'était avant l'événement. Et puis, quelques minutes plus tard, quand le marché semble repartir correctement, les market makers reviennent et la liquidité pour le token A en question, toujours plus ou moins 1%, elle est revenue à 90% de son niveau d'avant l'événement. Et là, on le voit directement avec ce graphe, ça c'était le carnet d'ordre auparavant, avec à peu près 600 000 dollars de liquidité de chaque côté, donc 1,2 million de dollars, pardon. Et puis là, d'un coup, on voit qu'il y a un trou, il y a un retrait des liquidités automatique qui fait qu'on n'a plus rien dans le carnet d'ordre. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire que le carnet d'ordre soit vidé? Quel impact ça a directement sur le marché? On va revenir sur Hyperliquid et on va regarder ça ensemble. En fait là, vous avez le carnet d'ordre actuel sur Hyperliquid pour Bitcoin avec chaque ligne représentant 1000 dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que le prix de Bitcoin passe de actuellement 112 000 dollars environ à 102 000 dollars, il faut qu'il y ait une pression vendeuse de à peu près 3300 BTC actuellement. Donc c'est assez énorme. D'accord? Et donc si le prix baisse, en fait, il va rencontrer chaque étape avec toutes les liquidités en face. Donc il va être confronté à cette étape-là, cette couche-là, cette couche-là, cette couche-là, cette couche-là, et ainsi de suite. Et pour casser à chaque fois ces couches-là, il faut apporter la liquidité suffisante. Le truc, c'est que si le carnet d'ordre est vidé, par exemple, il est vidé à partir de 110 000 dollars ici,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix tombe sur cette couche-là, il casse cette couche, et là, il n'y a plus rien. Donc, il dégringole jusqu'à la dernière couche qui reste, là où il reste des ordres. Et c'est comme ça qu'on a pu assister à des cas comme Atom qui tombe à 0,001 $ sur Binance, parce que c'était peut-être le dernier ordre qui restait dans le carnet, qui a pu être déclenché après avoir déclenché tous ceux qui étaient encore présents un peu plus haut. En fait, faut le voir comme des trous d'air dans ces couches-là. Si vous avez un gros trou d'air ici, le prix va juste dégringoler jusqu'au prochain ordre. Bon, clairement maintenant, on a notre premier constat. C'est que il y a eu un retrait de liquidité massif des carnets d'ordre qui a déclenché cette chute massive sur certains altcoins. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui est responsable? Est-ce que ce sont les market makers qui ont volontairement retiré les liquidités parce que c'était trop risqué pour eux? Ou est-ce que eux aussi se sont retrouvés piégés? Ou alors est-ce que ce sont d'autres éléments extérieurs qui ont influencé les carnets d'ordre et les liquidités? On va essayer de répondre à ces questions-là. Le premier élément qui va dans le sens du fait que les market makers se seraient fait piéger également par le marché, c'est que le souci actuel, c'est que le marché des cryptos a énormément évolué ces derniers temps. On a eu une multiplication des plateformes, notamment avec tous les DexPerp et cette méta où on en a de plus en plus qui arrivent. Donc forcément, ça disperse le capital des market makers. Et puis, on a aussi une augmentation continue du nombre de cryptos qui sont listés sur les plateformes. Et ça crée une fragmentation des liquidités pour les market makers qui ne peuvent pas allouer correctement leurs ressources partout et sur tous les marchés et donc défendre simultanément tout leur carnet quand on a ce genre de volatilité. Le deuxième élément qui va dans ce sens, c'est celui de l'auto-deleveraging. Donc on en a parlé dans cet article sur Hyperliquid, mais c'est un mécanisme qui existe sur toutes les plateformes. L'idée, c'est très simple, c'est qu'en fait, lorsque vous avez ce genre de mouvement baissier qui est très intense, on se retrouve dans une situation où si vous avez des positions qui sont short, par exemple, elles vont rapidement devenir très gagnantes. Et pour autant, vous allez couper toutes les positions perdantes, puis à un moment donné, vous allez plus avoir de positions longues qui vont être perdantes. Et les positions short, elles vont continuer de gagner. Et le souci, c'est que il y aura plus, au bout d'un moment, de contrepartie pour payer les gagnants. Et le souci, c'est que c'est la plateforme, c'est les market makers qui vont devoir payer les gagnants jusqu'à un moment où peut-être qu'ils ne pourront tout simplement plus les payer. Si le marché ne fait que baisser et tombe très très bas, dans ce cas-là, en fait, vous avez beaucoup de gagnants sur les positions short et personne pour les payer. Et donc le but de l'ADL, c'est de dire, pour éviter ça, on est obligé de couper les positions short. C'est un peu radical, mais ça permet d'éviter qu'on arrive dans des situations où on a de la dette de la part des plateformes envers des utilisateurs qui étaient en position short et des dettes qui ne peuvent pas être remboursées. Comme je le disais, c'est très radical, mais l'idée c'est que quand on a donc une baisse comme ce qu'on a connu vendredi, en fait on va commencer à clôturer les positions short des utilisateurs et utiliser les profits pour rembourser les dettes que pourrait avoir la plateforme. Et le lien dans tout ça avec les market makers, c'est que eux, en fait, ils ne sont jamais exposés au marché. C'est-à-dire que ils vont effectivement prendre des positions pour faire votre contrepartie, créer l'activité sur les plateformes et gagner de l'argent grâce à ça. Mais leur objectif aussi, c'est d'être neutre par rapport au marché. Donc leur algorithme va prendre aussi des positions contraires afin de ce qu'on appelle ce hedge. Donc souvent, ils vont être en short pour ce hedge contre la volatilité du marché et garder une exposition qui est neutre ou delta neutrale, comme on dit. Le truc, c'est que avec l'ADL, avec l'auto-deleveraging, les positions des market makers sont aussi coupées. Et donc, eux vont se retrouver aussi en perte parce qu'ils ne pourront plus se hedge face à la volatilité du marché, que ce soit des positions longues ou des positions short, et donc ils se retrouvent également impactés. Le truc, c'est que, la majorité des positions qui ont été clôturées en ADL, c'est évidemment des positions short, et vu que les market makers doivent se hedge par rapport au marché, il y avait plus de chances que leur hedge soit des positions longues. Maintenant, on n'a pas tous les détails de cette information-là, mais effectivement, il y a une chance qui est que les market makers puissent s'être fait complètement sortir du marché à cause de ça et assumer énormément de pertes, ce qui justifie que il y a un déclenchement de sécurité qui retire leur liquidité du marché parce qu'ils ont assumé des pertes, qui clôturent en fait le reste de leur position. Maintenant, il y a le deuxième argument, le fait que les market makers puissent avoir joué un rôle important là-dedans et qu'ils aient presque volontairement retiré leur liquidité. Quels sont les éléments qui vont dans le sens de cet argument-là? C'est d'abord que ces retraits, ils n'ont pas été exécutés uniquement sur Binance, ils ont été exécutés de manière quasi simultanée sur toutes les plateformes entre 21h et 21h20. Et ça, c'est important. On sait que les market makers sont positionnés sur plusieurs plateformes.
toutes ne réagissent pas de la même manière, mais s'ils retirent toute leur liquidité en même temps, ça montre quand même qu'il y a un mouvement qui était un peu coordonné. Le truc, c'est que lorsque les market makers prennent des positions pour contrebalancer et potentiellement liquider des utilisateurs, ils se retrouvent à hériter de positions à risque. Pour l'imager, on va retourner sur Hyperliquid et on va imaginer que là, actuellement, donc on est aux alentours des 112 700 $ sur Hyperliquid et d'un coup, le marché dump. Le cours descend jusqu'à 110 000 $. On a des utilisateurs qui sont en position longue qui commencent à se faire liquider. Les market makers vont récupérer leurs positions. Si maintenant le marché continue de baisser, ils vont récupérer aussi les positions qui sont liquidées ici. Et si le marché continue encore de baisser, ils vont se retrouver avec des positions qui sont à perte. Face à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent effectivement avec leurs algorithmes des positions short à chaque fois qu'ils prennent les positions liquidées qui sont des positions longues pour se couvrir. Le truc, c'est que je vous ai parlé de ce fameux ADL tout à l'heure. Les market makers savent que lorsqu'on a de la grosse volatilité comme ça, l'ADL peut leur sortir leurs positions short, qui sont des hedges, tout simplement. Et donc, s'ils ont récupéré 2 positions longues ici, qu'ils ont en même temps ouvert des positions short, que le marché chute, que leurs positions short sont liquidées par l'ADL ici, mais qui continuent à conserver leurs positions longues, ils se retrouvent à être énormément perdants à un moment donné. Et ça, les market makers, vous vous en doutez, ils ont de l'expérience, ils le savent. Et donc, les market makers, ils étaient complètement conscients du risque encouru par leur activité et que ce risque-là, ça dépassait littéralement les profits qu'ils pouvaient réaliser. Et donc, plutôt que d'absorber la vente, il y a de fortes chances que les market makers aient choisi de se retirer, de simplement couper leur algorithme pour arrêter de fournir les ordres, pour éviter que eux subissent des pertes. Et quand je dis qu'ils ont coupé leur algorithme, c'est automatique, c'est-à-dire que il est possible qu'il y ait des leviers de sécurité qui disent le marché est trop volatile, on coupe ça, on enlève nos positions pour éviter de se prendre un ADL et donc de se retrouver avec des positions à perte. Tout simplement, on arrête. Le souci, c'est que derrière, en fait, ils laissent le marché complètement livré à lui-même et des utilisateurs qui se retrouvent avec des positions complètement à perte, qui ne peuvent pas être clôturées, des stop-loss qui ne peuvent pas passer et des positions qui finissent par se faire tout simplement liquider. Bref, tout ça, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont que des suppositions. Malheureusement, on pourra jamais avoir des réponses à nos questions, ou en tout cas pas avant un petit moment, avant qu'il y ait une enquête qui soit menée vraiment par des gens qui aient les compétences d'aller chercher ces informations-là. Et puis dans tous les cas, il y a aussi des arguments qui vont à l'encontre de ce que je viens de vous expliquer. Pour beaucoup, en fait, tout a été quand même assez localisé sur Binance. Les market makers, ils sont placés un peu partout. Certes, je le disais, ils ont beaucoup retiré leur liquidité sur d'autres plateformes également, mais pas d'une manière aussi significative que sur Binance. Et donc, pour certains, le problème ne viendrait pas des market makers, mais viendrait de Binance eux-mêmes. Il y aurait eu clairement un souci dans le pricing des actifs sur Binance. Effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez étrange sur la plateforme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont communiqué une mise à jour et que ils ont aussi remboursé une partie de leurs utilisateurs parce que je pense qu'il y avait une part de responsabilité dans ce qui s'est passé de leur côté. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que le 6 octobre, donc 4 jours avant le crack, Binance a publié un communiqué dans lequel il disait qu'ils allaient mettre à jour le mécanisme de valorisation de leur collatéral sur plusieurs actifs dans leur programme Unified Account. Le programme Unified Account, c'est l'idée que vous pouvez mélanger finalement ou utiliser différents tokens comme collatéral lorsque vous tradez sur Binance. Le truc, c'est que ils ont annoncé que ça allait être effectif à partir du 14 octobre. Et donc, pendant cette petite fenêtre entre le 6 octobre et le 14 octobre, il y avait une sorte de vulnérabilité. On savait que ces actifs en question-là avaient une manière de pricer qui était pas forcément très à jour et qui pouvait être vulnérable. Et étonnamment, sur Binance, le 10 octobre dernier, pendant qu'il y a eu l'événement, ces 3 actifs en question ont particulièrement souffert. On avait l'USDE, donc le stablecoin d'Ethena, qui a chuté à 0,65 $, alors que sur toutes les autres plateformes, il s'est maintenu. On a eu le WBETH, qui est tombé à 430 $, alors que Ethereum est resté jusqu'à 3700, 3600 $, si je ne dis pas de bêtises. Et pareil pour Solana, qui est tombé à 34 $ sur Binance, tandis qu'il n'est jamais descendu en dessous des 160 $ ailleurs. Et donc ces 3 actifs-là, ils avaient encore un système de valorisation qui était un peu archaïque. Il était basé sur les prix internes du marché spot de Binance et non pas sur les données des oracles externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrivez avec énormément d'argent, vous déposez des BNSOL, des WBETH ou de l'USDE sur Binance avant le crash et que vous vendez massivement pendant le crash, étant donné que le pricing de ces actifs ne repose que sur les marchés internes de Binance, il n'est plus corrélé au reste et donc forcément vous pouvez
faire dépeg ces actifs-là. Sauf que, puisque ce sont des actifs qui étaient énormément utilisés dans le système de Unified Account de Binance, ça a eu un impact direct avec la manière de calculer la valeur des collatéraux des utilisateurs. Et ça, entre 21h18 et 21h20, ça a déclenché entre 500 millions et 1 milliard de dollars de liquidation forcée qui n'aurait pas dû avoir lieu sur Binance. Et le truc, c'est que ce qui était au départ un simple dépeg localisé sur à peu près 3 actifs, eh ben ça s'est transformé en une cascade de liquidation globale sur l'ensemble de la plateforme, puisque comme des positions ont été liquidées, bah ça a fait chuter d'autres prix qui ont liquidé d'autres positions et ainsi de suite. Et ça explique pourquoi en particulier Binance par rapport à d'autres plateformes a souffert. Et ça explique aussi pourquoi les retraits de liquidité étaient peut-être plus importants sur Binance qu'ils n'auraient pu l'être sur d'autres plateformes. Il y a eu un vrai souci, je pense, j'en suis convaincu d'ailleurs sur Binance. Certains acteurs ont profité du fait que il y a eu cette annonce de Donald Trump, il y avait un risque de volatilité sur le marché pour essayer d'exploiter cette fenêtre de vulnérabilité qu'il y avait sur ces 3 actifs sur Binance. Bref, maintenant la grande question c'est qui est cet acteur? Est-ce que c'est un market maker lui-même? On sait qu'il y a certaines personnes qui estiment que ça pourrait être Wintermute, puisque Wintermute a déposé 700 millions de dollars, dont près de 200 millions de dollars en Bitcoin sur Binance juste avant la chute, alors même que les carnets d'or, on le rappelle, étaient absolument vides. Est-ce qu'ils en auraient profité pour short le marché? Est-ce qu'il y a de l'insider trading avec les proches de Donald Trump? Bref, il y a plein de suppositions qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse malheureusement à vous donner là-dessus. Le truc, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Binance a répondu assez rapidement. Ils ont expliqué qu'il y avait des problèmes techniques qui affectaient les liquidations sur certains marchés et ils ont promis une compensation partielle pour les utilisateurs qui sont affectés. Voilà, le résultat de tout ça, c'est que malheureusement, je pourrais pas vous apporter des conclusions claires maintenant. Effectivement, on va continuer de suivre ces sujets avec Oak Research, on va essayer de continuer à en parler sur la plateforme et peut-être que je referai une vidéo à ce sujet si dans quelques semaines on a plus d'informations. Néanmoins, je voulais quand même vous apporter tous ces éléments-là pour que vous ayez vraiment tous les éléments nécessaires avec vous pour essayer de vous faire votre propre avis sur ce qui s'est passé. Et c'est important de comprendre ce qui a drivé ce genre de chute sur le marché des cryptos. Ça n'empêchera pas de la subir la prochaine fois parce que personne peut prédire ce genre de chute-là. Néanmoins, c'est important de l'avoir en tête parce que ça remet aussi peut-être en cause la manière avec laquelle on trade et le risque qu'on peut prendre sur certaines plateformes quand on sait que lorsqu'on affronte ce genre de moments de volatilité-là, qui sont quand même des moments très propres au marché des cryptos, on peut se retrouver à être complètement délaissé par les acteurs qui sont censés assurer la stabilité de nos marchés et la capacité des marchés à être efficients. Même ces personnes-là peuvent nous lâcher à un moment donné et ça, il faut vraiment le garder en tête. Bref, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop compliquée pour vous, que j'aurai réussi à vous faire passer les informations de la meilleure des manières possibles. Je sais que c'est pas évident à comprendre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué, je peux rajouter plein de détails dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, sachez aussi que l'article qu'on a utilisé pour cette vidéo en tant que base, c'est un article qui est censé être réservé à nos membres premium, puisqu'effectivement, depuis 2 semaines, on a lancé notre offre premium sur Oak Research. On a pas mal de produits intéressants, notamment la watchlist avec la liste des quelques cryptos qu'on surveille, des projets qu'on estime comme étant vraiment intéressants avec notre thèse d'investissement, les scénarios bull et bear pour aller dans le sens de cette thèse-là ou pas. Un alpha feed qui est vraiment uniquement les informations que nos analystes estiment comme étant vraiment intéressantes, avec un impact direct sur le marché, c'est-à-dire un sentiment positif ou négatif. Ça va être aussi des impacts directs sur vos portefeuilles, que ce soit pour des airdrops, pour des stratégies de yield ou pour des insights qu'on peut avoir grâce à notre connaissance du marché des cryptos. Et puis on a aussi le Hawk Index, alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est un index d'opportunité pour se positionner ou non sur le marché, et particulièrement sur Bitcoin. Donc voilà, on voit qu'en fonction du niveau de l'index, ça nous donne une idée de est-ce que c'est le bon moment ou pas de se positionner sur le cours du Bitcoin. Bref, je vous invite à regarder tout ça. On a plein d'infos qui expliquent cette offre premium sur Oak Research. Et d'ailleurs, je vous mets aussi à disposition un code si vous voulez rejoindre l'offre premium. Vous avez 25% de réduction avec le code Lilian. Comme ça va nous permettre de célébrer le lancement de la chaîne YouTube ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations dans la description. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube.